Bonjour, dans cette vidéo, je te propose de revoir tout le cours sur le chapitre des vecteurs dans un repère. L'objet de cette séquence est de te rappeler et de t'expliquer les éléments les plus importants de ce chapitre. Plus précisément, on commencera par définir ce que c'est qu'un repère. Ensuite, on parlera des coordonnées de vecteurs, du critère de collinéarité et on finira par les formules du milieu et de la distance. Pour préparer un contrôle ou même un examen, ceci ne suffira pas, évidemment, il te faudra encore t'entraîner en faisant de nombreux exercices. Pour cela, tu peux rejoindre la playlist, tu en trouveras de très nombreux. Pour le cours, c'est parti. Commençons donc rapidement par parler de repères du plan. On va définir ce que c'est un repère et on va voir des repères particuliers, des cas particuliers. Alors, un repère du plan, c'est un triplet, donc 3 objets géométriques. O, I, J. Chacun joue son rôle. O, c'est l'origine. C'est là où on va trouver le point de coordonnées 0, 0. I et J. I et J, c'est eux qui vont nous donner l'unité. Quand je représente I et J au niveau de l'origine, à partir de là, je peux en déduire quelle est la longueur 1 sur l'axe des abscisses et quelle est la longueur 1 sur l'axe des ordonnées. Alors, si on a 1, bien évidemment, après, il suffit de reporter pour avoir 2, 3, 4, 5, etc. Puis les négatifs sur les deux axes. Alors, attention, pour obtenir un repère à 2 dimensions, il faut nécessairement que les vecteurs I et J soient non collinéaires. Ils ne peuvent pas aller dans la même direction, sinon on aura des axes qui vont se superposer en quelque sorte. Un repère est dit orthogonal si I et J ont des directions qui sont perpendiculaires, si I et J sont orthogonales. Alors, en gros, cela signifie du coup que les deux axes sont perpendiculaires. Et là, on a un repère orthogonal. Mieux encore, un repère est dit orthonormé s'il est orthogonal, donc ce qu'on vient de voir avant, et en plus, si I et J sont de norme 1. Cela signifie en fait que I et J ont donc toutes les deux la norme 1 et on va avoir une graduation identique de même longueur sur chacun des deux axes. On peut maintenant s'attaquer aux coordonnées de vecteurs dans le plan. Alors, pour comprendre comment ça marche, j'ai justement placé un vecteur U dans un repère. J'ai donc choisi un repère orthonormé. Donc, on voit ici que ces axes sont perpendiculaires. Vu que les vecteurs unitaires I et J sont orthogonaux. Et ensuite, j'ai la même graduation ici, la même unité sur les deux axes. J'ai là donc un repère qui est normé, donc un repère orthonormé. Je voudrais, dans ce repère OIJ, pouvoir lire graphiquement les coordonnées du vecteur U, noté ici. Alors, la définition nous dit que pour lire les coordonnées du vecteur U, il suffit d'en construire un représentant d'origine, l'origine du repère justement. Donc, je prends ce vecteur et au lieu de le représenter ici, je vais le représenter ici et je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler OM. Donc, extrémité M, point M que j'introduis. Voilà, donc j'ai reporté mon vecteur U ici. Comme j'ai introduit un point M, là, à l'extrémité, du coup, le vecteur U, je peux également l'appeler OM. Bon, ce n'est pas nécessaire, mais enfin, voilà, c'est pour simplement comprendre le passage de l'un à l'autre. Là, j'ai O, là, j'ai M, donc OM est égal à U. Les deux vecteurs sont égaux, on est d'accord, ils ont la même direction, le même sens et la même longueur. On dira que les coordonnées du vecteur U, ici, sont les mêmes que les coordonnées du vecteur OM, forcément, puisque c'est le même vecteur, qui sont les mêmes que les coordonnées du point M. Autrement dit, les coordonnées de U, c'est les coordonnées de M. Et les coordonnées de M, ça, c'est facile à déterminer. Les coordonnées de M sont 2, 1, ici. Si les coordonnées de M sont de 1, les coordonnées de U sont également de 1. Alors, ceci sont les coordonnées. Je ne dis pas que U c'est M. Attention, U est un vecteur. U, c'est pareil que le vecteur OM. Mais M est un point. Ce n'est pas le même objet géométrique. Par contre, les coordonnées de l'un sont les coordonnées de l'autre. D'accord? Ce n'est pas la même chose.
Mais en fin de compte, dans la pratique, on ne fait pas comme ça. C'est un peu comme ça qu'on définit les coordonnées d'un vecteur, mais ce n'est pas comme ça qu'on fait dans la pratique. Dans la pratique, on va construire un petit chemin qui s'appuie à la fois sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées. Et c'est ce petit chemin qui va nous permettre directement de lire les coordonnées de notre vecteur U. On va recommencer donc une nouvelle fois sans passer par le point M en lisant directement les coordonnées de U. Et le voici ce petit chemin. J'ai dit que c'est un petit chemin qui s'appuie sur les axes de notre repère. C'est-à-dire c'est un petit chemin qui est fait de vecteurs en fait, parallèles ici, on dirait plutôt collinéaires, mais bon peu importe, ils sont dans la même direction, aux axes de notre repère. Donc je commence par partir de l'origine de mon vecteur et j'arrive à la fin, à son extrémité. Je fais déjà une première flèche dans le sens de l'axe des abscisses, et je remarque ici que la longueur de cette flèche, qui je le répète en fait est un vecteur, est de 2. Donc ici j'ai 2. Et ensuite, je continue mon petit chemin maintenant pour remonter et rejoindre l'autre extrémité, et cette fois-ci, je monte de 1. De 1. Eh bien, on retrouve de la même manière les coordonnées de notre vecteur U. 2 et 1. 2 et 1, c'est bien ce qu'on avait établi tout à l'heure en passant par l'origine du repère. On peut voir un deuxième exemple pour être sûr que tu as compris. Voilà donc un nouveau vecteur V dont on aimerait déterminer les coordonnées. Eh bien, on va faire de même un petit chemin qui part de ce point pour arriver à celui-ci en s'appuyant sur les axes. On va donc commencer par aller vers la gauche dans le sens de l'axe des abscisses et remonter vers le haut en suivant l'axe des ordonnées. Alors, on commence par l'axe des abscisses. On voit qu'on s'est déplacé d'une unité, mais attention, on s'est déplacé d'une unité dans le sens contraire de celui donné par l'axe des abscisses. Ce qui veut dire que ici, on n'a pas fait 1, mais on a fait moins 1. Donc le vecteur V aura pour première coordonnée moins 1. Et ensuite, eh bien, qu'est-ce qui se passe? 1, 2, on remonte de 2, cette fois-ci dans le même sens que l'axe des ordonnées, donc c'est bien plus 2 ou 2 tout court. 2. V a donc pour coordonnées moins 1, 2. À noter qu'on peut, si on le souhaite, noter les coordonnées en colonne et écrire que V a pour coordonnées moins 1, 2. C'est souvent plus pratique lorsqu'on a des calculs à faire et justement, ça permet d'enchaîner avec la suite. Parce que là, on a travaillé graphiquement. Mais on peut également travailler en faisant des calculs, obtenir les coordonnées d'un vecteur en faisant des calculs. Si on nous donne les coordonnées de A et de B, A aurait pour coordonnées x, a, y, a, et B aurait pour coordonnées x, b, y, b, eh bien il est possible d'obtenir directement les coordonnées du vecteur AB en faisant, ça se retourne, xb moins xa pour la première, yb moins yk pour la deuxième. Un petit exemple. On a donc deux points, un point A de coordonnées 2, moins 3 et un point B de coordonnées moins 1, 5. Et on voudrait les coordonnées du vecteur AB. Eh bien, la formule nous dit, je fais xb moins xa, c'est-à-dire la deuxième abscisse moins la première, donc moins 1, moins 2. Et pareil, au niveau des ordonnées, 5, moins 3. Et là, j'obtiens les coordonnées de AB. Eh bien, pour obtenir les coordonnées de AB, il suffit d'effectuer moins 1, moins 2, ça fait moins 3. Et 5 moins 3, ça fait 5 plus 3, 8. Et ensuite, trois petites propriétés qui sont assez faciles à comprendre et à appliquer également. Si tu as un vecteur U de coordonnées x, y et un vecteur V de coordonnées x', y', eh bien, dire que les deux vecteurs U et V sont égaux, ça revient à dire que leurs coordonnées sont égales. C'est ce qu'on disait avant, en fait. Donc ici, U égale V, ça équivaut à x égale x', y égale y'. Ensuite, si tu as effectué la somme de deux vecteurs, là, c'est également assez sympa, car cela revient à effectuer la somme des coordonnées respectives. Donc, les coordonnées de U plus V seront x plus x', y plus y'. Sympa. Et la suite reste sympa également. Si tu as le produit d'un nombre réel k par un vecteur U, eh bien le vecteur KU est égal au produit des coordonnées. Donc tu vas juste faire k fois x, k fois y, tu auras les coordonnées de ton vecteur KU. Du coup, si on a un vecteur U de coordonnées x, y et qu'on voudrait son opposé, donc le vecteur moins U,
Eh bien, il suffira de faire moins x, moins y. C'est un cas particulier, mais ici, ça revient tout simplement, quand j'ai moins u, c'est un k qui est égal à moins 1, c'est comme moins 1 fois u. Donc là, ça serait moins 1 fois x, notre cas x, et moins 1 fois y, notre cas y, ce qui donne bien moins x, moins y. Alors, poursuivons avec la collinéarité de deux vecteurs. On rappelle déjà ce que c'est deux vecteurs collinaires. Eh bien, c'est tout simplement deux vecteurs qui ont la même direction. Pas forcément le même sens, pas forcément la même longueur, mais juste la même direction. On retrouve l'idée du parallélisme. Et on a dit que deux vecteurs sont collinéaires s'il existe un réel k tel que u, vecteur u, égale k fois vecteur v. Là, j'ai deux vecteurs collinéaires. Alors, si en plus je connais les coordonnées de u et v, xy pour u et x'y' pour v, eh bien, je peux en déduire, à partir de ça, que ces coordonnées sont proportionnelles. On a vu tout à l'heure que k fois le vecteur v, juste avant, eh bien, ça revenait, ces coordonnées, c'était k fois, donc ici x' et k fois y'. Donc on comprend bien que pour passer de xy à x'y', il suffit juste de multiplier par k. Donc les coordonnées de xy, les coordonnées xy sont bien proportionnelles aux coordonnées x'y'. Ça, c'est le premier élément, la première propriété de collinéarité de deux vecteurs. Mais on peut la simplifier encore et la rendre plus calculatoire, parce que si on considère ici qu'on a un tableau de proportionnalité, eh bien, on sait gérer un tableau de proportionnalité à l'aide du produit en croix. Vu que ça, c'est un tableau de proportionnalité, je peux en déduire que x fois y' est égal à y fois x'. Et si je ramène tout à gauche, ça fait x, y' moins y fois x' égale à 0. Eh bien, c'était exactement ce qui est écrit ici. Et c'est ça qu'on appelle le critère de collinéarité. J'ai envie de dire, dans tout ça, ce qu'il faut surtout se souvenir, c'est ça. C'est en fait l'idée du produit en croix, c'est ça qui servira le plus souvent. Mais bon, voilà, cette formule, c'est un peu la formule officielle, que l'on peut encore écrire autrement d'ailleurs, si on introduit ce qui s'appelle le déterminant de deux vecteurs. Car justement, le déterminant de deux vecteurs u et v, donc toujours avec les mêmes coordonnées, eh bien c'est x, y' moins y, x'. On retrouve le membre de gauche de notre formule. Et on peut le noter, ce déterminant. On dit que le déterminant de u et v est égal à, entre deux barres, xy, x', y'. Alors c'est une notation, c'est une formule, mais qui a le gros avantage de retrouver notre petit tableau de proportionnalité, celui que j'avais voulu faire apparaître tout à l'heure. Et du coup, si je parle de déterminant, eh bien on comprend bien que si ce déterminant il est égal à 0, qu'est-ce qui se passe? Eh bien on a xy' moins yx' qui est égal à 0. Eh bien, dans ce cas, nos deux vecteurs sont collinéaires. Donc, on a là une nouvelle propriété, une troisième forme, on va dire, de ce même critère de collinéarité, qui nous dit que dire que u et v sont collinaires, ça revient à dire que le déterminant de uv est égal à 0. Ça fait beaucoup de choses, ça fait beaucoup d'informations, mais je le répète encore, moi, je trouve que c'est cette formule-là qui est directement la conséquence du produit en croix qui est peut-être la plus simple à utiliser et on va d'ailleurs tout de suite la tester sur un exemple. Alors voilà donc deux vecteurs u et v, cette fois-ci avec des vraies coordonnées. La question est de savoir est-ce que ces deux vecteurs sont collinaires ou non. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre petit produit en croix. Et on va commencer ici par faire 3 fois 3 qui donne 9. Et on va faire ensuite, dans l'autre sens, moins 1 multiplié par moins 9, moins par moins plus, 1 fois 9, qui donne 9. On a donc bien ici x, y', qui est égal à x, y, x'. Notre critère de collinéarité est vérifié. On peut donc en déduire que nos deux vecteurs sont collinaires. Et on pouvait le voir directement ici, c'était assez facile, parce que quand on regarde là les coordonnées du u, et qu'on les multiplie par 3, on arrive ici à 9, et là à moins 3. C'est-à-dire juste les signes opposés.
Autrement dit, ce n'est pas par 3 qu'il faut multiplier, mais c'est par moins 3. Du coup, 3 fois moins 3 donne moins 9, et moins 1 fois moins 3 donne 3. Ce qui veut dire qu'il existe bien un réel k, qui est moins 3, et qui fait que V est égal à k fois U. On a bien ici l'un qui est égal à k fois l'autre, en prenant k égale à moins 3. Nos deux vecteurs sont bien collinéaires. Passons au milieu. Alors voilà une petite formule qui n'est pas directement en rapport avec les coordonnées de vecteurs. D'ailleurs, ce qu'on va voir ensuite non plus, ce sont des conséquences. Mais en tout cas, qui sont bien pratiques en géométrie analytique, c'est-à-dire en géométrie dans des repères. On nous dit que si on a deux points A et B, de coordonnées respectives xa, ya et xb, yb, eh bien on peut obtenir les coordonnées du milieu, qu'on va appeler M, du segment AB. Eh bien, il suffit de faire xa plus xb sur 2, ou fois 1,5, c'est pareil, yk plus yb sur 2, ou fois 1,5, c'est toujours pareil. Un petit exemple, soit deux points A et B dont on connaît les coordonnées. Alors, dans ce cas-là, les coordonnées du milieu M du segment AB seront, je fais la somme, 5 plus moins 1 divisé par 2, et 3 plus 2 divisé par 2. C'est bien xa plus xb sur 2, ou fois 1,5, je le répète, yk plus yb sur 2, ou fois 1,5, ça dépend de la version que tu as dans ton cours, c'est strictement la même chose. Bien, après, il ne reste plus qu'à effectuer. 5 plus moins 1, ça fait 4 divisé par 2, 2. 3 plus 2, 5 divisé par 2, 2,5 ou 5,5, c'est comme on veut. Et bien voilà, on a obtenu les coordonnées du point M, milieu du segment AB. On peut passer à la distance. Et on finira par ça d'ailleurs, c'est une formule qui nous donne la distance entre deux points dont on connaît les coordonnées. Et cette formule est la suivante, alors elle fait un peu peur, mais là également c'est une conséquence plus précisément du théorème de Pythagore. Mais bon, je ne vais pas revenir sur la démonstration, elle fait l'objet d'une autre vidéo que je t'invite à regarder. Ici on va simplement comprendre la formule et puis surtout savoir l'appliquer. Alors, ceci, ça se passe dans un repère orthonormé. Nécessairement, il faut un repère orthonormé, sinon le résultat ne sera pas juste puisqu'on parle bien ici de distance. Donc, il faut avoir la même unité sur les deux axes et il faut avoir des axes qui sont orthogonaux et qui sont perpendiculaires. Donc, les coordonnées sont les mêmes, xa, yk, xb, yb. Dans ce cas-là, eh bien, la longueur AB, la distance de A à B, est égale à la racine carrée de xb moins xa au carré plus yb moins yk au carré. On retrouve un peu la formule du vecteur. Hein, on se souvient que on faisait la différence à l'envers. Xb moins xa, yb moins yk. Alors, appliquons cette formule pour finir sur un exemple. Voilà donc deux points A et B dont on connaît les coordonnées. Calculons la distance AB. Eh bien, on a dit on fait le carré de la différence de xb moins xa. Je vais donc faire 0 moins 3 que j'élève au carré. Plus le carré de la différence également maintenant sur les ordonnées. Donc je vais faire 5 moins 2. 5, je détaille à fond, hein, moins 2, le tout au carré. Et tout ça est sous une racine. Alors, essayons de simplifier au maximum. Moins 3 au carré, ça fait moins 3 fois moins 3, donc plus 9, plus 5 moins 2, ça fait 7, 7 au carré, 49. Et tout ça est toujours sous une racine. 9 plus 49, 58, soit racine carrée de 58. Alors, on s'arrêtera là. Dans certains exercices, évidemment, il serait intéressant d'en donner une valeur approchée. Ce n'est pas l'objet de cette séquence, qui d'ailleurs est terminée.